Salut les rangers, bienvenue dans cette première vidéo où je te cause d'un truc et je le dessine en manga. Le concept est simple, je vais parler de 3 œuvres et je vais réaliser un petit dessin sur chacune d'elles en mode fanart dans mon style. Tout en commentant en quoi ça m'inspire, pourquoi j'ai aimé ou pourquoi j'ai pas aimé. La première œuvre met en scène un monde où la guerre fait rage et où les orphelins, s'ils ne sont pas dévorés par des charognes, se font élever comme des enfants soldats et abusés Tu n'as pas parlé de Naruto et Dragon Ball? Chut. Et écoute, je vais te parler de Berserk, un manga de Kentaro Miura, débuté en 1989. Il est toujours en cours de parution au Japon et compte actuellement 40 tomes. Le rythme de parution est lent et s'explique en grande partie par le soin apporté par l'auteur sur chacune de ses planches. Ce manga est un pur bijou. Depuis quelques années, Miura est passé à la tablette graphique et ses planches changent légèrement de style, mais sa maladie du détail n'en est que exacerbée. L'histoire est celle de Guts, un héros né du cadavre pendu de sa mère. Bon, déjà, comme départ dans la vie, ça se pose là. Ça sent déjà un peu la ch'touille quand tu nais comme ça. Éduqué par une troupe de mercenaires, son père de substitution le vend à ses guerriers comme objet sexuel. Paye ta vie de merde quand même. Niveau trauma, on est sur un bon terreau fertile pour développer quelques névroses et excès de violence. Au début de l'aventure, notre mercenaire solitaire rencontre Griffith, un combattant talentueux doublé d'un grand stratège. Ce dernier a pour ambition de créer un royaume. Pour cela, il dirige la bande du Faucon, une troupe de mercenaires du Midland, le territoire où se déroule le scénario. Griffith voit en Guts un allié de taille pour mener à bien ses projets. Gus, qui juste là était un guerrier solitaire, va découvrir l'amitié, l'esprit d'équipe et même l'amour au sein de la bande. Leur aventure les conduiront à voyager, combattre et devenir des chevaliers du Midland, avant que tout ça ne parte en couille. Guts et Griffith vont entretenir une relation complexe entre amitié, fraternité et rivalité. Mais les ambitions et les rêves de grandeur de Griffith vont finir par tout niquer. Un élément clé de l'univers de Berserk, le Beherit, ou aussi appelé œuf du roi, un artefact ancien qui donne les moyens de réaliser les rêves de son propriétaire, si ce dernier est prêt à en payer le prix. La quasi-entièreté de la troupe du Faucon sera sacrifiée, lors d'un rite mystique appelé le Sabbat. Les quelques survivants en sortiront transformés à jamais, et Griffith s'élèvera au rang de divinité. Quant à Guts, il se retrouvera estropié, amputé d'un œil et d'un bras, mais bien vivant. A partir de là, la rage et la haine vont hanter Guts, qui va se lancer dans un long et périlleux voyage en quête de vengeance et de sang. Voilà pour le pitch, vous l'aurez compris, Berserk n'est pas à mettre en toutes les mains. C'est sombre et c'est violent. Miura ne nous épargne rien, meurtre, viol, pédophilie, inceste, tout y passe. Le pire de l'humanité nous y est représenté et décrit dans les moindres détails. Pourquoi je kiffe cette œuvre ? C'est simple, la mythologie de ce récit est incroyable et fait sens tant elle est profonde et détaillée. Chaque planche est animée par une sorte de démence créative qui nous pousse à nous enfoncer plus profondément dans la noirceur de ce monde terrifiant. Les personnages sont complexes et travaillés et chacun a son rôle, même mineur, dans la construction de cette histoire titanesque. Au fil des années, Berserk est rentré dans le club très privé des œuvres cultes, mais qui à chaque relecture se dévoile un petit peu plus. On peut se perdre de longues minutes dans les détails d'une double page. Des œuvres telles que la très célèbre série de jeux vidéo des Souls, que j'affectionne tout particulièrement, se sont inspirés de Berserk. Si vous voulez en savoir plus, Alt236 a fait une superbe vidéo qui rentre dans les moindres détails de cet univers sanglant. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ou de redécouvrir Berserk. Vous retrouverez ce manga en France aux éditions Glénat. Il y a eu aussi plusieurs animés produits au cours de ces 33 dernières années. Et je dois avouer, je ne les ai pas regardés, ça m'a pas trop inspiré. Bon, après peut-être que je me trompe, ça vous me le direz dans les commentaires. Sans transition, on va parler de l'œuvre suivante, qui ne sera non pas un seinen cette fois-ci, mais un shonen. Trop bien, tu vas parler de Dragon Ball Super? Et non, pas du tout. Yuji Itadori, un lycéen, se retrouve confronté aux forces occultes et est enrôlé dans une école d'exorcisme, le jour où il se voit possédé par le démon millénaire Ryomen Sukuna. Et oui, je vais parler de Jujutsu Kaisen. Dessiné et écrit par le mangaka Gege Akutami et publié depuis 2018 dans le Shonen Jump, chez nous la série est publiée chez Pika Édition et compte à ce jour 6 ou 7 tomes. Un animé en est né, réalisé par le studio MAPPA et diffusé chez nous par Crunchyroll. Alors, le pitch rapidos. Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où des fléaux sont créés à partir des émotions négatives. Ainsi, pour protéger les lieux avec une forte concentration de ces émotions, ces infrastructures possèdent une relique réceptacle d'un fléau, ce qui permet d'éloigner les fléaux les moins puissants. Ceux-ci sont invisibles aux yeux des humains, sauf pour une poignée de personnes. Le métier d'exorciste consiste à protéger le commun des mortels des fléaux.
Itadori Yuji, un lycéen doté d'une force surhumaine et membre du club de spiritisme, trouve un jour dans la vraie météo de son lycée une relique de rang S, protégée par un sceau. Ses camarades du club restent le soir au lycée pour inspecter la relique tandis que Yuji est à l'hôpital où son grand-père vient tout juste de décéder. La relique qu'ils ont trouvée est un doigt de Sukuna, le plus puissant des fléaux. Ainsi, en libérant le doigt du sceau, ils lèvent la protection de l'école et se font attaquer par de nombreux fléaux. Yuji, apprenant l'existence de ces derniers, se rend compte du danger qu'ils encourent et retourne au lycée pour sauver ses amis. Lors de l'affrontement, il ingurgite la relique. En avalant le vieux morceau de saucisson sec dégueulasse qui sert de doigt à Ryomen Sukuna, il libère une partie du fléau qui prend possession de son corps. Il défonce les fléaux et sauve ses amis. Étonnamment, Yuji arrive à garder un certain contrôle et reprend le dessus face à Sukuna, qui fait désormais partie de lui. Les exorcistes décident dans un premier temps de le condamner à mort, mais grâce à l'intervention du plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, ou Goro, je ne sais pas très bien comment on prononce, il décide finalement d'utiliser Yuji comme réceptacle de Sukuna et de le tuer le jour où il aura avalé tous ses doigts. En effet, apparemment, cela est la seule façon d'éliminer Sukuna une bonne fois pour toutes. C'est le point de départ d'une aventure qui mènera Yuji à devenir un puissant exorciste et récupérer les autres doigts de Sukuna. Bon, en gros, voilà pour le pitch. Un grand merci à Wikipédia parce que ça m'a aidé à formuler les idées et parce que, comme je vais l'expliquer un peu plus tard, le récit de Jujutsu Kaisen n'est pas ultra limpide. Alors, mon avis est plutôt mitigé à propos de Jujutsu. Je suis globalement pas fan des dessins, mais ça, c'est une affaire de goût. Et je trouve la narration un peu décousue. J'ai du mal à suivre la trame générale. Et après, je dois admettre aussi que bon, c'est pas seulement sur Jujutsu Kaisen, mais j'ai beaucoup de mal à suivre la parution tous les 2 mois des mangas en fait. J'ai du mal à m'accrocher à l'histoire et aux personnages. Donc Jujutsu pâtit, ou du moins dans ma tête, de ce mal. Parce qu'en fait il sort un manga tous les 2 mois ou un manga tous les 3-4 mois avec le Covid-19 ou la Covid-19, excusez-moi. Et j'avoue que je sais pas si je suis vieux ou si je vieillis ou si ça me passionne de moins en moins, mais sur les nouvelles séries, j'arrive pas à retenir les personnages, j'arrive pas à retenir ce qu'ils ont fait dans le volume précédent, je me souviens de rien et j'ai la maxi flemme d'ouvrir et de relire, de me retaper tous les tomes à chaque fois. Bon, voilà. Après, je dois quand même reconnaître que je trouve que les designs des fléaux et l'ambiance générale sont très réussis. Et pour tout vous dire, j'avais un petit peu abandonné la lecture de Jujutsu au tome 4, mais j'ai redécouvert l'anime, j'ai découvert l'anime sur Crunchyroll, c'est au conseil d'un ami, et franchement, le studio Mappa a fait un travail incroyable. L'anime est magnifique, pour être très clair, c'est très fluide, ça m'a fait comprendre des choses que j'avais pas du tout captées dans le manga quand j'ai lu. C'est étonnant parce qu'en fait, habituellement, je suis pas ultra fan des adaptations TV, je préfère la version papier. Et là, je crois que c'est le seul cas où je préfère clairement la version animée. En tout cas, ça m'a renoué avec Jujutsu Kaisen. Je laisse une chance à ce manga et je vais continuer à le lire. Après, il y a encore une marge de progression. On est au tome 6 ou 7, comme je disais en France. L'auteur a à peine débuté et subit la Covid 19 depuis plus d'1 an. Donc voilà, la base est solide. L'univers est attirant, les personnages principaux sont super intrigants, on a envie d'en savoir plus. Après, la narration, c'est pas tout à fait à mon goût et je trouve que c'est pas totalement maîtrisé. Et il rajoute pour moi trop de nouveaux protagonistes et j'ai pas le temps, en tout cas personnellement, de m'habituer aux personnages déjà en place, qu'il en rajoute d'autres. Et du coup, je m'intéresse pas aux nouveaux, j'ai envie d'en savoir plus sur les premiers personnages introduits. Donc voilà. Après, comme je disais, 6 ou 7 tomes, c'est encore un peu trop court. Je referai le bilan de l'œuvre d'ici 2 ou 3 ans et je vous dirai si j'ai complètement lâché ou si j'ai carrément adhéré. Mais voilà. Voilà pour Jujutsu Kaisen, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec cette œuvre et je vais donc parler de la suivante qui n'est pas un manga mais un roman. Mais Shigoman, tu crées une chaîne manga et tu me parles de romans, je comprends pas. Cherche pas, petit ranger, laisse couler, on va suffisamment parler de manga ici pour que tu kiffes. Mais je veux aussi en profiter pour stretcher ta petite tête et élargir un peu tes horizons. En plus, la construction de cette œuvre est pour moi très similaire à un bon gros shonen neketsu des familles. Je vais te parler de Hit, ou ça en français, le foutu clown, qui m'a fait me pisser dessus toute mon enfance à chaque fois que je passais devant un cirque Avatar. Merci au téléfilm de 91. La simple vue de sa tête de psycho sur la jaquette de la VHS de mes parents me foutait la chichi. Allez, entrons dans le vif du sujet. Ça est un roman d'horreur écrit par Stephen King, publié en 86. Il a été classé comme le roman le plus vendu aux États-Unis cette année-là. Rien que ça.
Cette histoire raconte la lutte entre 7 enfants terrorisés devenus adultes et une entité maléfique connue sous le nom de Sa, qui prend la forme des peurs les plus profondes, mais se présente principalement sous la forme d'un clown maléfique se faisant appeler Gripsou, ou Pennywise dans la version anglaise. Au mois d'octobre 1957, dans la ville de Derry, un garçon de 6 ans nommé George George, voilà, est tué par un clown maléfique qui se cachait dans les égouts. 8 mois plus tard, au cours de l'été 1958, Ben Hanscom, qu'on va appeler Ben, un garçon en surpoids qui n'a pas d'amis, fuit 3 terreurs de la cour de récréation. Il rencontre Bill, le frère aîné de George, qui a un bégaiement, et Eddie ils ont des noms de merde. Bon, Eddie, un garçon asthmatique qui joue dans la partie de Derry appelée les Friches Mortes. Je vais arrêter les noms de famille américains du fin fond du terroir. J'ai pas l'accent, je vais les écorcher, c'est pas la peine. Bon, reprenons. Ben sympathise avec eux et rejoint bientôt le groupe que forment ces 2 garçons avec Richie, surnommé Grande Gueule, et Stan, un garçon dont l'ascendance juive fait de lui une cible fréquente de bizutage. Bill, Ben et Eddie ont tous 3 vécu des événements surnaturels inquiétants. Bill part avec Richie pour une maison abandonnée de Nelbot Street, en pensant que la personne derrière ces événements est la récente série de meurtres qui frappe Derry se terre là-bas. Les 2 garçons y sont attaqués par une entité que Bill perçoit comme le clown et Richie comme un loup-garou, et à laquelle tous les 2 échappent de justesse. Pendant ce temps, Beverly, une fille des quartiers pauvres de la ville avec un père violent, entend des voix d'enfants morts et voit du sang gicler de l'évier. Quand elle rencontre Ben, Eddie et Stan, ils aident Beverly à nettoyer le sang. Stan avoue ensuite que plus tôt, ce printemps, il a vu des cadavres de noyés dans le château d'eau de la ville. Vous voyez le rapport maintenant? Un groupe de jeunes garçons et une jeune fille qui se regroupent et soudent un lien d'amitié indéflectible afin de combattre ensemble une entité démoniaque. Ils vont combattre leurs peurs et leurs faiblesses afin de vaincre le terrible Gripsou. Si ça, c'est pas dans le pur esprit shonen, je suis persuadé que jamais Stephen King n'a pensé qu'un jour son œuvre serait comparée à un manga, surtout en 1986. Les héros puisent leur force dans l'amitié, se réunissent pour combattre un monstre surpuissant. S'ils ne sont pas orphelins, ils ont tous un passé tragique qui renforce leur volonté. Bonus, tel Naruto ou One Piece Dragon Ball, il y a un entracte qui dure plusieurs années, durant lequel ils se séparent et reviennent adultes et se réunissent à nouveau pour combattre ensemble le retour de Pennywise. En 1984, donc 27 ans plus tard, quand une série de meurtres d'enfants frappe Derry, Mike, désormais bibliothécaire de la ville, est le seul du club d'Araté à être resté à Derry. Il appelle ses 6 amis et leur rappelle leur sermon de l'époque. Bill est maintenant un écrivain connu de romans d'horreur, Beverly est dans l'industrie de la mode, Eddie dirige une société de location de limousines, Richie, un animateur radio professionnel, célèbre pour ses imitations, Ben est devenu un riche architecte de renom, et Stan, un célèbre comptable. 5 d'entre eux retournent à Derry sans savoir vraiment pourquoi, ayant presque complètement oublié cette période de leur enfance. Stan, dont les souvenirs sont plus vivaces, se suicide en se taillant dans les poignets dans son bain. Il écrira « Hit » sur le mur de sa salle de bain avec son sang avant de mourir. Bon voilà, je sais que vous connaissez cette œuvre à travers l'adaptation téléfilm de 1991 et la nouvelle adaptation cinématographique sortie récemment, scindée en 2 films, toutes 2 de très bonne facture. La récente adaptation particulièrement est vraiment super cool. Alors pourquoi cette œuvre m'inspire-t-elle? Bon, déjà Stephen King nous livre ici une masterclass d'écriture, le roman est incroyablement fluide et on s'attache à chacun des personnages parce que on rentre dans leur intimité, dans leurs problèmes au quotidien. On se rend aussi compte que finalement la confrontation avec Pennywise c'est juste en gros le ressort scénaristique qui permet d'unir le lien, mais que les vrais problèmes qu'ils affrontent c'est vraiment les problèmes de la vie du quotidien, des enfants de Derry qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont des problèmes face au deuil de leurs frères, face à leur père violent, face au racisme ou à l'antisémitisme. Voilà, donc c'est vraiment ce genre de problèmes qui sont en fait le vrai fléau dans ça, et pas Pennywise. Pennywise est vraiment la couche d'horreur de fond qui vient souder tout ça. Et finalement c'est le combat contre Pennywise, contre l'entité maléfique qui leur permet de s'élever, de dépasser l'horreur et la dureté de la vie à Derry. Et c'est ça qui est beau en fait, mes petits rangers. Moi je trouve ça assez magnifique. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce roman. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ça vous convient en fait, que je ne parle pas seulement que de manga, mais d'œuvres moi qui m'inspirent, ou qui me rappellent des mangas, ou qui me font vibrer comme les mangas. À propos des fanarts que vous avez vu se construire en arrière-plan, je les reposterai chacun sur mon Instagram. Et aussi je referai des vidéos séparées
en expliquant un petit peu mes techniques et en accélérant évidemment parce qu'en fait chaque dessin, à part peut-être Pennywise, m'a pris à peu près 1 heure. Donc voilà, je ferai peut-être des vidéos de 5 minutes très fortement accélérées pour les commenter. Bon, en plus, ça aura le double effet qui se coule de rajouter du contenu et de flatter l'algorithme YouTube entre des grosses vidéos. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Ishigoman Dessiné Manga. Donc lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un gros pouce rouge si t'as pensé que c'était de la merde, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Pense à t'abonner si t'as kiffé et tape la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, salut les Rangers!